Bienvenue à nouveau dans notre voyage, à travers le récit de Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Laissez-moi vous emmener dans le monde d'Edmond Dantès, un homme qui se transforme d'un marin lésé à un noble insaisissable débordant de richesse et de mystère. Aujourd'hui, nous allons explorer la partie 3 du roman, couvrant les chapitres 48 à 73, où la quête de vengeance de Dantès dénoue ses prochaines couches dans le Paris de haute société étourdissant. Imaginez ceci. Le riche et ambitieux baron Danglars aux côtés de sa femme, Madame Danglars, assis au milieu de la crème de la société. Mais sous le glamour, ils sont empêtrés dans des complots complexes, méticuleusement orchestrés par le comte lui-même. Danglars est un homme poussé par l'avidité. Et l'ambition, et le comte, c'est un maître de la manipulation, un véritable marionnettiste. Chaque mouvement qu'il fait menace de révéler des sombres secrets, faisant vaciller ses vies d'élite sur le fil. Pendant ce temps, dans ces grands décors parisiens, où la politique, le pouvoir et la passion s'entrelacent, notre énigmatique comte se mêle aux figures influentes, semant les graines de sa grande revanche. Chaque interaction à l'opéra, les hochements de tête et les gestes subtils, font tous partie de son plan minutieusement préparé. La justice prévaudra-t-elle? Seul le temps révélera l'impact complet du jeu d'échecs complexe du comte. Préparez-vous, alors que nous plongeons dans le chapitre 46, où le comte de Monte Cristo orchestre une danse complexe avec richesse et influence comme lui seul peut le faire. Imaginez le somptueux bureau de baron Danglars, assis d'un côté d'un grand bureau poli, et en face de lui se tient le comte, son attitude calme, presque stoïquement nonchalante. Ils échangent des mots de crédit et de finance, mais ce n'est pas juste une conversation, c'est un test. Le comte présente ses documents financiers remarquables, chacun plus étonnant que le dernier, laissant Danglars réfléchir à l'immensité du pouvoir du comte. Suivant en douceur le chapitre 47, nous sommes présentés à une démonstration frappante de gentillesse et de perspicacité stratégique par le comte. Imaginez Madame Danglars, perplexe face à ces gris pommelés disparus, seulement pour les voir retourner par nul autre que le comte lui-même. Son geste, pas de simple générosité, mais un mouvement calculé dans cet échiquier du rang social. Gagner la bonne volonté et plus important encore, forger un contrôle subtil au sein de ces cercles d'élite. Ce n'est pas un simple retour de marchandises. C'est plutôt une déclaration puissante, la capacité d'affecter les désirs et les caprices des autres. Vous voyez, pour le comte, la richesse est un outil, pas la destination. Chaque acte d'influence pose les bases de ses plans plus profonds, le rapprochant de ses objectifs énigmatiques. Alors que nous nous préparons à nous aventurer plus loin dans les profondeurs croissantes de la psyché de Dantès, ces petits gestes mais puissants annoncent les contrastes idéologiques et émotionnels intenses à venir. Préparez-vous pour des montagnes russes de stratégie, de vengeance et de révélation. Préparez-vous à plonger dans le chapitre 48, où le comte de Monte Cristo et Villefort s'engagent dans un affrontement idéologique aussi vaste que le salon orné qu'ils occupent. Ici, la justice occupe le devant de la scène. Villefort, toujours pragmatique et serviteur de la loi, plaide pour une justice dans les cadres sociétaux. Le comte, cependant, fait écho à une nature divine de la justice, la brandissant comme un outil pour transformer les destinées. Leur conversation explore les profondeurs de la moralité et de l'autorité, établissant le courant philosophique pour la quête de Dantès qui estompe les frontières entre l'homme et le mythe. En transitionnant vers le chapitre 49, nous nous trouvons dans une scène plus calme et plus personnelle entre le comte et Haydée. Ce n'est pas seulement une relation, mais un lien tissé à travers des passés partagés et des émotions complexes. Haydée, gracieuse et pleine de loyauté sincère, trouve réconfort et liberté dans le comte, un homme qu'elle connaît à la fois comme protecteur et parent. Leur échange n'est pas teinté de vengeance mais d'amour, et des fragiles complexités de la liberté. Ensemble, ils représentent l'élément humain tendre dans le grand récit, illuminant comment de profondes connexions émotionnelles deviennent souvent à la fois des chaînes et des ailes. Dans cette histoire de grand dessein, ce sont des moments comme ceux-ci qui nous montrent la dualité de l'émotion humaine. Un cœur qui complote la vengeance peut encore faire de la place pour l'amour et la loyauté. Rappelez-vous que derrière chaque mouvement sur l'échiquier de Dantès, il y a une tapisserie complexe, tissée à la fois de détermination d'acier et de liens tendres, prête à plonger plus profondément, à mesure que l'histoire continue. Alors que nous entrons dans le chapitre 50, la tapisserie de résidence de Morel se déroule, mettant en évidence une résidence touchée par la providence. Le comte entre dans un monde de chaleur et de gratitude, rencontrant à nouveau la famille Morel, les bénéficiaires involontaires de l'héritage de Dantès.
des murmures d'un bienfaiteur mystérieux persistent dans leur cœur, semblables à un phénix renaissant des cendres de son ancienne identité. Leur gratitude flotte dans l'air, un rappel que même dans une histoire de vengeance, les racines de la bonté passée continuent de porter fruit. En transition vers le chapitre 51, nous trouvons un jardin caché, un havre solitaire au milieu de la grandeur, accueillant une histoire qui rappelle Pyramus et Thisbe. Imaginez Valentine et Maximilien, dont l'amour sculpte un témoignage du pouvoir transcendant, mais périlleux de l'émotion. Leur lien, drapé de secrets, défie les divisions forgées par les rangs sociaux et les diktats familiaux. Et tandis qu'ils se tiennent divisés par une simple grille de jardin, le désir dans leurs yeux comble cet abîme, un désir qui murmure l'espoir au milieu des ombres des barrières auxquelles ils font face. Parmi la grandeur des voiles et des ombres, leur rencontre clandestine résonne avec intemporalité. Là, au milieu des serments chuchotés et des regards volés, nous sommes témoins de la défiance de l'amour. Alors que nous avançons, souvenez-vous, chaque lien, chaque acte de générosité unit ces vies ensemble, dévoilant une complexité plus profonde dans l'Odyssée de Monte Cristo. Préparez-vous maintenant, alors que l'histoire s'oriente vers des potions et des dilemmes, et s'aventure plus profondément dans des chemins encore inconnus. Bienvenue au chapitre 52, où le comte de Monte Cristo et Madame de Villefort dansent sur le fil de la curiosité et du danger. Imaginez-les, engagés dans une danse d'intellect au milieu de l'opulence d'un salon parisien, alors que le comte tisse sans effort des récits de toxicologie qui à la fois fascinent et troublent. L'air crépite de potentiel, chaque révélation botanique et chimique projette une ombre de tension, posant les bases des manipulations imprévisibles qui ondulent sous la surface. Alors que nous avançons dans le chapitre 53, la scène se déplace vers le grandiose opéra. Imaginez un monde de musique enveloppant un public ensorcelé par les performances à la fois sur et en dehors de la scène. Le comte est assis en observation silencieuse, assistant à une symphonie de dynamique sociale, où les émotions sont aussi brutes et complexes que les mélodies flottant dans l'air. Haydée, au milieu du drame, ressent le poids de l'histoire, gravé dans son esprit comme les notes obsédantes d'un orchestre, l'ombre menaçante de Morcerf nous rappelant les trahisons passées et l'empathie présente. Ici, au milieu de l'opulence culturelle, les fils de vendetta personnelle et de révélation émotionnelle se déploient, tissant un récit plus complexe que n'importe quel livret sur scène. Alors que la scène se termine, le décor est planté pour des tromperies encore plus grandes, et des déguisements merveilleux qui nous attendent dans le prochain acte de ce conte exaltant. Bienvenue au chapitre 54, où nous nous trouvons au milieu de l'élite scintillante, dans les somptueux salons d'Auteuil. L'air est chargé de conversations et de secrets alors que le comte manœuvre avec précision. Chaque mouvement calculé, chaque mot, une étape délibérée dans sa grande chorégraphie. Des fils invisibles de discorde financière tissent une tension parmi les convives, tandis que Monte Cristo observe, un regard de pose calculé sur son visage, insinuant des plans encore à se dévoiler. Il n'est pas simplement présent, il orchestre, préparant des actes encore inconnus de ceux qui l'entourent. Alors que nous abordons les chapitres 55 et 56, le cadre se resserre. Entrez le duo Cavalcanti, acteur dans le jeu complexe du conte. Imaginez Andrea Cavalcanti, jeune, charmant et pourtant, un pion dans un jeu plus profond, aux côtés du vieux et avide major. Le conte évoque une illusion de liens familiaux, les fils de la tromperie se tissant l'un dans l'autre. Chaque déguisement, chaque façade, s'intègre parfaitement dans le vaste tableau de la quête de rétribution de Dantès, une symphonie où les notes d'identité et de stratégie se mêlent, résonnant et s'harmonisant. Le drame Cavalcanti s'intensifie alors que la réalité se pare de personnages. Pourtant, c'est dans ces moments de déguisement que la vérité commence à se déployer, révélant les machinations sous l'extérieur calme du conte. Alors que nous concluons cette partie de notre voyage, la scène est prête pour une exploration des liens personnels, de l'amour et des alliances mises à l'épreuve par les circonstances, nous accueillant dans le prochain chapitre où les cœurs prennent le devant de la scène contre la grande tapisserie du destin. Entrez dans le chapitre 57, où la beauté retirée d'un jardin parisien accueille un échange sincère entre Maximilien et Valentine. Ici, au milieu de la flore délicate et d'un crépuscule indulgent, le jeune amour affronte la marche implacable de la pression sociale. Leur lien reste un phare inébranlable, luttant contre les ombres projetées par des mariages arrangés imminents, prêts à révéler vulnérabilité et désirs les plus profonds. En transition vers le chapitre 58, le récit passe à une puissance silencieuse qui en dit long, Noirtier de Villefort. Un personnage dont la paralysie n'entrave pas l'influence,
Noirtier siège tranquillement mais avec autorité. Il devient le centre de la tempête familiale, sondant les ambitions de Villefort avec des regards aigus et communicatifs qui dévoilent les turbulences sous la surface. Ce chapitre souligne comment la force et la résistance peuvent émerger sous des formes au-delà de la puissance physique, entrelaçant les liens familiaux et défiant les fondations même des ambitions familiales. En clôturant ce segment, réfléchissez à la façon dont les voix non exprimées et les destinées entremêlées façonnent le déroulement de ce récit. Les paysages émotionnels ondulent et se révèlent, nous préparant à plonger dans des décisions de défiance et d'alliance qui évoluent dans le récit à venir. Bienvenue au chapitre 59, où le défi prend forme dans les endroits les plus inattendus. Dans une pièce remplie de la grandeur de l'héritage, Monsieur Noirtier, attaché à sa chaise mais non au silence, exerce une volonté de fer. Sa décision de modifier son testament ne parle pas de faiblesse, mais d'un puissant défi, jetant un filet de résilience à travers les lignes familiales. C'est un geste qui défie les diktats sociétaux et renforce la loyauté partagée entre lui et Valentine. En changeant de scène au chapitre 60, nous concentrons notre attention sur une station télégraphique modeste mais puissante. Ici, nos personnages naviguent dans les eaux dynamiques des changements de pouvoir orchestrés par une technologie discrète. La quête de Monte Cristo, voilée dans le secret, se déploie à travers les fils et les impulsions, révélant l'ambiguïté du récit de justice de loin. La portée de l'anonymat s'étend à travers le télégraphe, révélant les mains invisibles guidant le mélodrame de la vengeance et de la résolution. Chaque signal envoyé, chaque message codé, resserre les fils d'un complot complexe. C'est un échiquier sans pièces mais plein de stratégies, nous préparant aux révélations à venir, où les agendas cachés et leurs répercussions attendent dans le secret des ombres. Bienvenue au chapitre 61, dans une pièce vibrante de tension électrique, où Monte Cristo exécute une manœuvre précise à travers le réseau de la télégraphie. À chaque signal calculé, il démantèle la forteresse financière de Danglars, une symphonie de confiance et de trahison qui frappe contre les griefs d'autrefois. C'est un jeu implacable de logique et de tromperie où le silence de la transmission en dit long sur l'influence durable du comte. Alors que nous passons au chapitre 62, la scène se déplace vers un dîner à Auteuil électrisé par un fond de suspense. Ici, les spectres du passé hantent les invités alors que des liens autrefois cachés émergent à la surface, transformant les questions chuchotées en une angoisse palpable. Monte Cristo se tient parmi eux, un chef d'orchestre de cette symphonie d'effroi et de révélation, guidant avec expertise ce qui est voilé dans les ténèbres. Un récit se déroule, non pas du vacarme chaotique, mais de la maîtrise tranquille qui contrôle même le plus subtil retournement du destin. À chaque cours qui passe, les chaînes invisibles du passé se resserrent, tirant leur puissance des ombres opulentes de la pièce. Le tissu de l'illusion commence à se flétrir, tandis que les machinations du conte se tissent délicatement. Avancez plus loin dans le labyrinthe où la conspiration s'entrelace avec l'opportunité, alors que nous nous préparons pour des révélations et des complexités, au-delà du murmure des agendas masqués. Bienvenue au chapitre 63, où les fils du scepticisme et de l'intrigue se tissent étroitement autour d'un dîner opulent. La grandeur du cadre sert de façade parfaite pour la révélation des mystères. Chaque plat du repas ajoute une couche à l'énigme intacte de Monte Cristo, ancrant sa présence fermement dans les courants sous-jacents de suspicion et de peur. Le spectre des histoires enfouies plane dans l'air, poussant les personnages à affronter les ombres de leur passé, des implications persistantes qui refusent d'être ignorées. Et maintenant, dans le chapitre 64, nous plongeons dans le monde implacable de la turbulence financière. Ici, sous l'éclat de la haute société, des notions nostalgiques se heurtent à des intentions prédatrices, libérant des courants sous-jacents de confrontation. Imaginez le parquet de la bourse, vibrant d'activité, alors que les requins de la société tournent avec précision. Les chuchotements des ruelles se transforment en alarmes de premier plan, faisant monter les enjeux parmi les acteurs de pouvoir. Au milieu de ce chaos, Monte Cristo reste un observateur inébranlable. Chaque révélation étant un point de sa tapisserie de justice, chaque stratégie une ouverture calculée vers l'opportunité. L'arrière-plan de ses affaires résonne de vérité, nous incitant à considérer les connotations plus profondes de l'ambition et des conséquences. Dans ce tourbillon d'entreprises, les ambitions sont freinées et les fortunes remaniées. Alors que les toiles de proclamation et de silence s'entrelacent, les plans de Monte Cristo se cristallisent contre le tambour chaotique des destins qui se déroulent. En regardant devant, de nouvelles révélations attirent depuis les profondeurs de secrets dissimulés.
Nous nous préparons à descendre plus profondément dans les couches secrètes qui reposent sous le tissu de la société, promettant des récits de tromperie et de révélations de vérité. Entrez dans le chapitre 65, où l'intrigue financière prend une tournure personnelle au sein de la maison Danglars. Imaginez une pièce opulente assombrie par la détresse alors que Madame Danglars navigue dans les eaux précaires de la discorde financière. Sous le vernis de l'harmonie conjugale, se cache une toile de scandale si complexe qu'elle menace de faire s'effondrer les normes sociétales et de peindre un portrait glaçant de l'hypocrisie. Ici, le personnel et le public se heurtent, révélant des fissures dans les façades dorées de la haute société parisienne. En passant sans heurts au chapitre 66, nous entrons dans un royaume de stratégie et de subtilité. Imaginez un salon luxueux drapé de riches nuances, où les alliances matrimoniales se transforment en pièces sur un grand échiquier. L'élite se rassemble, des murmures échangés avec des intentions claires mais voilées. Ici, les stratégies sont élaborées non pas pour unir des âmes, mais pour découvrir les ombres cachant le passé obscur de mondes d'égaux. Chaque alliance laisse entrevoir un motif plus profond, annonçant des épreuves et des révélations qui se tiennent prêtes à ébranler les fondements du tissu social et des vendettas personnels. Alors que des alliances se forment sous des lustres de cristal et des rideaux de velours, la tapisserie de la tromperie s'étend largement sur des intentions nobles. Monte Cristo reste un architecte dans l'ombre, guidant les pièces d'une main ferme. À l'approche de l'aube, de nouvelles ambitions se disputeront avec des vérités cachées et les complexités du destin, nous préparant pour l'intrigue et les révélations qui onduleront à travers le cœur de l'histoire. Dans le chapitre 67, les échos des indiscrétions passées se mêlent aux anxiétés présentes alors que Madame Danglars cherche conseil auprès de Villefort. Leur chuchotement tisse un récit clandestin, drapé dans les ombres d'un bureau faiblement éclairé. Sous leurs mots se cache une histoire non racontée, leurs histoires personnelles, entremêlées avec une clairvoyance frappante. L'anticipation lourde dans l'air, alors que les secrets bercés sous des couches de masques sociétaux commencent à trembler au bord de la révélation. Poursuivant au chapitre 68, la scène s'élève à la grandeur scintillante d'un bal d'été, un décor d'élégance voilé par l'intrigue. Des lustres étincelants et une musique douce enveloppent le rassemblement, tandis que des tensions invisibles se tissent à travers la foule comme des secrets chuchotés. Parmi les dorures de l'élite parisienne, Monte Cristo reste un spectateur invisible. Sa présence un rappel silencieux au milieu des spéculations qui crépitent sous la surface des échanges cordiaux. Chaque regard, chaque geste, s'aligne avec des couches de ruse sous le satin et la dentelle, dressant le décor pour des machinations qui laissent entrevoir des révélations futures. Préparez-vous, car les fils narratifs se resserrent, nous conduisant vers la fin où les destins s'affronteront et les vérités émergeront enfin. Ici, parmi la courtoisie et les ambitions murmurées, le tissu de l'intrigue se resserre. Marqué par de prétentions élégantes, le bal d'été devient un échiquier pivotant, où des visages cachés jouent sous des façades scintillantes. Le récit se resserre, nous conduisant vers un point culminant où les motifs et les masques seront balayés sous la lumière éclatante de la révélation. Dans le chapitre 69, nous plongeons dans une enquête finement tissée, épluchant méticuleusement les couches de l'identité énigmatique du comte. Imaginez un bureau rempli de papiers et de cartes clandestines, où chaque pièce révèle lentement l'échiquier magistral de déguisement conçu par Monte Cristo. Justice et vengeance commencent à prendre forme, élaborées au-delà de la simple colère, mais avec une pureté d'intention qui élève la mission de Dantès au-dessus des stratagèmes tactiques. Ici, l'histoire s'arrête pour respirer, réfléchissant à la véritable ampleur des intentions guidant l'odyssée hantée du comte. Parallèlement, le chapitre 70 se déroule au milieu du spectacle visuel d'un grand bal, alors que Monte Cristo danse dans l'aura des présentations sociales et des engagements stratégiques. La fête scintillante devient une toile pour des révélations climatiques plus profondes, tissées à travers des dialogues habiles et des rencontres orchestrées. Sous l'air de formalité, des couches de façade sont écartées, dévoilant des vérités masquées par le velours et les sourires. Alors que l'arc narratif se clôt, Monte Cristo se tient en équilibre sur un balcon, contemplant Paris sous un dais de lumière scintillante. Son voyage, autrefois une mission solitaire de justice, a maintenant déclenché des ondulations de changement à travers un monde façonné par l'ambition et la tromperie. Dans le délicat équilibre entre solitude et satisfaction, la vérité se révèle nue. Un témoignage que, dans le jeu d'ombre de la vengeance, la quête sans fin de l'humanité pour la rédemption attend dans l'étreinte inébranlable de la justice et de l'espoir. Alors que nous terminons notre exploration du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas,
Le Comte de Monte Cristo, nous réfléchissons à un récit qui est bien plus qu'une quête de vengeance. Ce roman épique nous transporte à travers des thèmes de justice versus vengeance, d'amour au milieu de la trahison, et de la lutte intemporelle pour l'identité et la rédemption. La narration de Dumas fortifie notre appréciation pour la profondeur narrative, l'évolution de chaque personnage, chaque intrigue nuancée tissée dans le tissu de l'expérience humaine. Ces éléments résonnent dans les halls littéraires comme une symphonie pleine de suspense, nous rappelant que la sagesse réside souvent dans l'étreinte silencieuse de la patience et de l'espoir. Avec ces filles tirées à leur fin, nous vous invitons à plonger plus profondément dans les pages de ce classique, car sous chaque ligne se cache un aperçu qui inspire de nouvelles réflexions et des réalisations profondes. Poursuivez le voyage en vous immergeant dans la riche tapisserie du roman. Si cette exploration vous a intrigué, veuillez aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne pour plus d'aventures littéraires. Jusqu'à la prochaine fois, que vos jours soient remplis d'histoires imaginatives qui transcendent le temps.